Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. 3 quarts d'heure pour faire tranquillement le tour du monde, c'est parti. Allez là! Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en Ardèche avec des paysannes. C'est comme ça qu'elles veulent qu'on les appelle. Apicultrices ou bergères, elles sont les héroïnes d'un roman graphique génial qui raconte un monde agricole encore ultra macho. Les Français, comme Proust, ont leur Madeleine. Les Allemands ont leur cornichon. Cultivé dans le Spreewald, à côté de Berlin, sa saveur aigre-douce réveille pas mal de souvenirs. Ce sera l'héritage. Il y avait aussi des cornichons marinés dans un grand bocal en verre, dans les épiceries fines. Ah oui, mais ceux-là, on ne pouvait pas se les payer. La recette du jour sera bulgare, hyper simple à préparer. Vous apprendrez à cuisiner un mets qui existe depuis l'Empire ottoman, le kaçamak. Pour ma part, je n'ai aucune passion pour la cuisine. Je n'aime pas trop ça. Je préfère être là-bas et m'asseoir pour tricoter et faire de la broderie. Mais même si la cuisine n'est pas ma passion, je sais quand même faire beaucoup de choses. Une sorte de polenta qui se marie avec pas mal de plats. Un sandwich au beurre de cacahuètes et confiture, on ne peut pas faire plus américain. Pas plus américain, d'accord, mais comment le pain de mie s'est-il glissé dans chaque foyer des États-Unis? C'est à New York qu'on vous éclairera grâce à l'histoire inattendue. Et tout de suite, notre petit rituel, c'est la devinette. Pourquoi la première mosquée a-t-elle été construite à côté de Médine? Médine est la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque et elle est indissociable du souvenir du prophète. C'est ici, dans l'actuelle Arabie Saoudite, qu'en 622, Mahomet aurait apaisé les éternelles querelles entre tribus et que la civilisation islamique aurait été établie. La Sainte Mosquée, près de Médine, aurait d'ailleurs été construite par le prophète, mais pourquoi l'avoir bâtie ici? La réponse, ce sera en fin d'émission. Pour commencer, on file en Ardèche et vous allez voir qu'il n'y a pas que de l'amour dans le pré. C'est l'inspiration. C'est un cri de ralliement lancé à 12 mains dans les monts ardéchois. L'autobiographie collective de 6 femmes, une dessinatrice et 5 paysannes que la colère a rassemblées sous le nom des paysannes en polaire. Céline, Marion, Fanny, Florie et Guylaine ont l'écriture pour exutoire et comme combat, le sexisme en agriculture. À l'aide du pinceau de Maude Bénézite, Il est où le patron dessine à partir de faits réels le quotidien de 3 agricultrices, Jo, Anouk et Colline. Publiée en 2021, la BD s'est déjà vendue à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires en France. Elle a de succès. Alors, les héroïnes de la BD, c'est en partie nous, mais pas que. C'est aussi une partie de toutes les paysannes qu'on a pu rencontrer, qui nous ont livré leurs témoignages. On a un côté assez magique, on se dépossède nous-mêmes. Enfin, l'objet final, il appartient à 6 personnes et pas que à nous, donc on en est fiers d'un collectif, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une aventure qui est assez émouvante. Dans ce roman graphique ancré en Ardèche, Jo reprend un élevage caprin. Anouk est apicultrice à son compte et Colline, mariée 2 enfants, à la tête d'une ferme de brebis laitières. Près de 4 années de travail ont été nécessaires pour qu'émerge ce récit. Au-delà d'une histoire féministe, c'est une fresque du monde paysan d'aujourd'hui. Chapitre 1. Chez Céline, à Coux. À l'est du Massif central, le bourg médiéval de Coux domine la rivière Ouvèze. À quelques kilomètres, Céline Berthier, autrice et paysanne, élève une 60aine de chèvres laitières avec son associée Marceline Péglillon. Tu veux un morceau de pain? Oui. Comme Jo dans le roman, elles transforment leur lait en fromage directement sur la ferme. Il est trop bon aussi. Ah ouais? Faudra pas qu'on oublie de s'en mettre de côté pour passer l'hiver. Les saisons rythment la vie des paysannes comme elles rythment les chapitres du roman. Sur une année, il dépeint le quotidien de Jo, Anouk et Colline qui doivent sans cesse se battre pour se faire une place dans le monde agricole.
C'est quand même un métier dans les imaginaires qui est réservé aux hommes, même si les femmes elles sont présentes depuis toujours dans l'agriculture. Les témoignages des femmes, en fait, ils sont récents dans les écrits, dans les traces qu'elles ont pu laisser. Et on voit que nos 3 personnages, Jo, Anouk et Colline, elles subissent du sexisme beaucoup, tout le temps. Il y a une planche où il y a un représentant commercial qui arrive et c'est Colline qui monte sur le tracteur et il dit « Il est pas là le patron ?» Et elle dit « Bah non, mais je peux l'appeler ou je peux peut-être vous répondre. » Il dit « Non, non, je repasserai. » Comme si elle n'existait pas en fait, comme si elle n'avait pas de valeur, pas de compétences, qu'elle est incapable de répondre. Colline est pourtant l'héritière de la ferme de ses parents depuis 10 ans. Le récit compile une multitude d'expériences individuelles qui traduisent un système, celui du patriarcat. C'est un métier où il y a une injonction au virilisme, où en fait, plus tu bourrines, plus tu as de la valeur. Alors qu'en fait, c'est quand même pas le Graal d'avoir une dernière discale à 30 ans, parce qu'on a trop bourriné. C'est qu'en fait, être une femme d'agriculture, c'est jamais neutre. Soit tu es glorifiée parce que tu arrives à faire un métier d'homme et du coup on t'attend vraiment au tournant, de tout faire parfaitement, de ne pas demander d'aide. Soit tu ne dois pas prendre de place. Le roman dénonce la marginalisation des femmes en agriculture. Il faut attendre les années 1970 pour qu'elles apparaissent dans les réseaux politiques ruraux. Alors, personne n'écoute Colline aux réunions syndicales. Une mise à l'écart accentuée par la répartition des tâches sur la ferme. Les femmes, elles sont beaucoup invisibles sur les fermes parce qu'elles font toute la partie immergée de l'iceberg en fait. Les tâches administratives, la compta, faire téter les veaux, tout ce qu'on ne voit pas. Il y a une planche où on voit Colline qui est immergée de plein de bulles qui montrent un peu la charge mentale qu'elle porte, où elle réfléchit à toutes les commandes qu'elle doit préparer, faire les vaccins de ses enfants, mais aussi s'occuper de ses beaux-parents. Enfin, tout est mélangé. Et en fait, à la fin de la journée, tu as fait tout et rien en même temps. Les agricultrices abattent en moyenne 28 tâches différentes par jour, soit 2 fois plus que les hommes. Pourtant, comme dans le roman, elles sont souvent reléguées à des sous-statuts juridiques. La vie professionnelle et la vie personnelle sont très très intimement liées. Les sociologues ils parlent de maisonnée en fait, tellement tout est lié. C'est quand même beaucoup encore des fermes qui sont gérées par des couples hétéros et du coup c'est le monsieur qui est installé, qui prend les décisions et en fait souvent sa femme elle aide à la ferme mais elle n'a pas de réel statut. On en parle dans une des planches où on voit une femme qui témoigne des violences conjugales qu'elle a subies et son revenu, sa maison, son métier, tout est sous la totale dépendance de son mari. Elle a vraiment du mal à s'en sortir, à moins de tout quitter mais du coup de repartir de zéro. Petit à petit, je ne savais plus comment m'habiller, ni même combien de foin donner aux vaches. Alors qu'on avait la même formation. J'étais son esclave. C'est un témoignage que j'ai recueilli auprès d'une copine et du coup j'ai pas changé ses mots. Ces phrases c'est les siennes. Et en fait moi j'ai mis du temps à ne plus être au bord des larmes en la lisant parce que ça m'a vachement brassée qu'elle confie cette histoire. Et comme elle est très poignante cette planche, après on arrive sur l'hiver. Et du coup il y a des planches contemplatives où on voit la neige qui tombe, on a voulu faire une pause là. Pour affronter les dysfonctionnements de leur vie, Jo, Anouk et Colline ripostent par l'humour. En fait, on nous dit souvent « Ah, c'est cool, c'est une BD pleine d'humour ». Mais en fait, l'humour, c'est pas toujours drôle. L'humour, c'est aussi une arme, en fait. On l'a pris comme ça dans la BD. Ah, c'est rustique chez toi, quand même. Ça sent un peu la chèvre, non? C'était aussi pour couper l'herbe sous le pied de nos détracteurs. De leur dire qu'on a aussi envie de rire dans la vie. On n'est pas juste des galériennes, quoi. Et on a plus de force que ce que vous pensez. On arrive à dépasser, en fait, ces violences-là. Chapitre 2. Avec Maude, au marché de Privas. Isolés sur leur ferme, c'est au marché de Privas que Jo, Anouk et Colline échangent leurs tourments. Elles se rencontrent pour la première fois sur ces étals qui s'étirent de la place de l'hôtel de ville jusqu'aux ruelles pavées du chef-lieu de l'Ardèche.
c'est frais. Mi-frais, ça a 3-4 jours à peu près d'affinage. Bah, je pense que je vais prendre un échalote et un affiné. Un mi-sec. Ouais, mi-sec. Alors que Jo fait son premier marché, elle se retrouve par hasard placée à côté d'Anouk et Colline. Les 3 femmes sympathisent à la buvette. Le marché, ça reste un lieu assez neutre, mais qui montre dans ce métier qui peut être assez solitaire, ce côté justement social, de moments où on se retrouve. Et pour les filles, donc les paysannes en polaire qui vivent ça, une fois qu'on est installé, on va prendre son petit café, on se raconte les news de la semaine et tout. Donc c'était un lieu de rencontre qui était très chouette et qui, elles, dans leur vie de paysanne, ça rythme vraiment leur travail et leur vie et ça prend beaucoup de temps. Le marché de Privas scande le roman. Sans devenir meilleures amies, Jo, Anouk et Colline cultivent un lien fort. En dehors de quelques scènes où des personnes viennent sur leur ferme pour vendre des choses, etc., c'est quand même là où tu es vraiment le plus exposé au public et aux personnes extérieures à ta ferme. Donc on a une scène de marché où en fait on a fait une grande image. On voit les filles de dos et toutes les phrases qu'elles se prennent entre ah mais vous êtes trop maigre pour faire ce métier. Si vous vous sentez fatiguée, mademoiselle, sachez que je fais des massages. On peut rien vous refuser avec un si joli sourire. Quand même, elle pourrait mettre un soutien-gorge. Ça, c'est que des phrases réelles qu'on leur a dites et c'est hyper choquant. On parle du monde agricole, mais en fait, on parle aussi du sexisme en général et qu'en fait, je pense que toutes les femmes peuvent se retrouver dans ce qu'on raconte. Et donc moi, la première, je me suis rendu compte que je pouvais mettre plein de choses à moi dans nos personnages, même sans être paysanne, sans avoir jamais vécu à la campagne. Pour saisir cette réalité, les paysannes en polaire ont crayonné des storyboards, repris et redessinés par la dessinatrice, puis débattus en groupe. Maud Bénézit a aussi traversé toute la France, de Rennes à Privas, pour s'immerger dans leur vie. Même si moi, c'est un milieu que je connaissais un peu par mes études d'agronomie, c'est vraiment en les accompagnant dans leur travail, pendant ces séances d'écriture, que j'arrivais à voir un peu les gestes, les sons, les petits mots qu'elles se disaient entre elles. Et du coup, je pense que je retiens surtout cette sororité, ce collectif qui est né et qui est un genre de miroir de ce qu'on a écrit dans la BD. Chapitre 3, avec Marion et Maud, dans la vallée de l'Eyrieux. Moi, c'est Marion. Je suis une des autrices de la BD. Je fais pas mal d'activités différentes, et notamment de l'apiculture dans la vallée de l'Eyrieux. Aujourd'hui, même si c'est plus trop la saison, on profite d'une éclaircie et de la venue de Maud pour faire une dernière manip sur mes ruches. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec une amie. Un peu comme le font Jo, Anouk et Colline dans notre BD. Je leur mets une poignée de lavande, ça les calme. Ah. Ça sent bon. Hop. Comme Marion Boissier, Anouk, dans le roman, défend une certaine conception de l'agriculture. Elle ne se revendique pas exploitante agricole, mais paysanne. Dénoncer le patriarcat, pour moi, ça résonne très fort avec imaginer d'autres modèles économiques, sortir de l'exploitation, de cette posture d'exploitation. Quand on parle d'agriculture paysanne, il y a ce truc de faire avec ce qui est là et de pas d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas tout et qu'on ne contrôle pas tout. Ça, pour moi, les abeilles, elles nous l'apprennent vraiment bien. Anouk, elle se pose aussi pas mal de questions, mais sur comment faire, etc. Je pense qu'il y a déjà une forme de responsabilité et d'empathie en fait avec le reste du vivant. Elle s'adresse à elles, elle leur parle. Pour moi, il y a un truc de reconnaissance aussi, de les remercier. Mais les 3 protagonistes sont rattrapées par la réalité du monde agricole. Elles soulignent la complexité du travail administratif, la difficulté à joindre les deux bouts. Jo, qui doit investir des sommes colossales pour racheter une ferme caprine, admet tristement à Anouk. Et moi, dans 30 ans, je voudrais prendre ma retraite. Je vais demander à des jeunes de s'endetter aussi sur 25 ans pour me racheter cette ferme. C'est sans fin. Oui, je comprends. Si on pouvait faire notre métier sans se poser toutes ces questions. C'est dur, des fois, de tenir son idéal face à une réalité qui
pas toujours facile. Un des éléments qui va faire qu'on a du mal à incarner nos idéaux, c'est quand on a une pression économique, en fait, parce que quand on est dans une situation trop précaire, on essaye de vivre comme on peut de nos activités, si on n'a pas d'autres ressources, et du coup, on re-rentre dans le modèle principal qui est assez écrasant. Et je pense qu'Anouk, elle a ça aussi, de se dire, elle essaye de faire au mieux. En 4 saisons et 176 pages, le roman dessine un chemin, esquisse l'agriculture de demain, à l'heure où la moitié des exploitants agricoles sont sur le point de prendre leur retraite. Il fallait pas qu'on ressorte avec juste le message de être paysanne, c'est horrible et c'est dur, etc. Alors qu'en parallèle de ça, il y a vraiment un côté d'amour de son métier et du rapport avec les animaux. Merci les filles. Quand j'ai accompagné les paysannes en polaire dans les tâches du quotidien pour observer, etc., je voyais une espèce d'échange de force entre animaux et humaines. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Thomas Chauvineau vous invite maintenant à l'auberge. Une auberge surnommée l'auberge sanglante. C'est le clin d'œil. Ils sont nombreux, ce 2 octobre 1833, à se masser devant l'auberge de Père-Beille. 20 000 personnes, peut-on lire dans les commentaires de l'époque. 30 000 pour ceux qui exagèrent un peu. Et qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens? Ils viennent assister à l'exécution des propriétaires de l'auberge, Pierre et Marie Martin, et de leur domestique Jean Rochette, surnommé Fétiche. 20 000 personnes, c'est la jauge du Lanxess Arena de Cologne ou de l'Accor Arena de Paris. Ça en fait du monde pour voir 3 têtes tomber. Leur moulage est aujourd'hui exposé dans un musée de la région. Dans le coin, on ne les aime pas trop, les Martins. Pierre le mari est fort en gueule, ils sont royalistes plus que le roi, et surtout, ils sont au départ des paysans sans terre, partis de rien, qui ont fait fortune. Et ça, c'est louche. Alors quand on découvre un cadavre, ils sont suspectés d'être les assassins. Qu'importe si le cadavre en question est retrouvé à une dizaine de kilomètres de leur auberge. Ce mort, ça explique leur richesse. S'ils ont fait fortune, c'est en détroussant les clients de l'auberge après les avoir tués. « Oh mon Dieu, où suis-je tombé ?» se demande Fernandel dans un film tiré plus tard de cette histoire. C'est la tenancière qui lui répond « Je vous l'ai déjà expliqué, mon père, dans une auberge où l'on tue tout le monde. » L'auberge rouge n'est qu'un des surnoms qu'on lui donne alors. On trouve aussi pêle-mêle l'auberge sanglante, l'ossuaire ou le coupe-gorge. On a beau n'avoir trouvé qu'un seul cadavre. Le couple, leur domestique et même le neveu qui passait par là sont arrêtés et accusés d'une 50aine de disparitions et de plusieurs assassinats. À la barre, 109 témoins. La plupart ne sait rien, mais relaient les rumeurs. « Je vous jure, on a vu une main dépassant d'une marmite, des corps brûlés dans le four à pain, et bien sûr, les cadavres qu'on donne à manger aux clients. » Le témoin le plus à charge qui prétend avoir vu les tenanciers transporter un corps, c'est un alcoolique notoire qui avait été viré de l'auberge peu de temps avant. Le neveu qui passait par là est acquitté, les 3 autres condamnés à mort, uniquement pour le meurtre du paysan retrouvé à 10 km de l'auberge, dont rien ne prouve qu'il a été assassiné. 3 têtes sont tombées le 2 octobre 1833. Allez savoir si c'était les bonnes. Ensemble, on va se rendre à présent dans un endroit super à une demi-heure en train de Berlin, la forêt de l'Achepré. On la surnomme la Venise allemande. Bon, ça, c'est la version romantique, mais elle a un autre surnom. C'est le pays des cornichons. Gurken en allemand. Retenez bien ce mot pour l'héritage. C'est un jardin d'Éden. L'Achepré, avec ses affluents et la forêt environnante, règne ici en maître. On a creusé ici des canaux à la main. Il faut imaginer quel travail physique éprouvant il a fallu abattre pendant des centaines d'années pour nous permettre de savourer aujourd'hui les célèbres cornichons. Rugueux, verdâtres, parfois pas plus grands qu'un pouce. Dans cette nature du Spreewald, aux portes de la capitale allemande, ce condiment a conquis le cœur des Allemands au point de devenir un symbole culturel, voire existentiel.
Surtout depuis la chute du mur, le cornichon représente la Madeleine de Proust des citoyens de ce qui fut ici la République démocratique allemande. C'est vraiment de nostalgie. Souvent, les gens disent « c'est comme chez ma grand-mère ». Oui, la mienne en avait toujours. On les achetait au magasin dans des grands tonneaux en bois. Il y avait aussi des cornichons marinés dans un grand bocal en verre, dans les épiceries fines. Ah oui, mais ceux-là, on ne pouvait pas se les payer. Cette petite cucurbitacée a contribué à faire sortir le Spreewald des limbes. La région marécageuse du Spreewald est occupée par les peuples slaves venus de l'Est de l'Europe à partir du VIe siècle. Ils apportent dans leur bagage les premières graines de cornichons, sans imaginer qu'elles deviendront un jour autant de pépites. C'était une région assez reculée. Les gens étaient très isolés dans le Spreewald. À l'époque, la plupart des villages n'étaient accessibles que par l'eau, en barque. De sorte que personne ne s'aventurait vraiment jusqu'ici. Le destin des habitants du Spreewald prend un tournant à la fin du XVIe siècle, alors que la région appartient au Saint-Empire romain germanique. Pour développer l'artisanat, le souverain local implante une colonie de tisserands hollandais réputée dans toute l'Europe. Grâce aux lopins de terre qu'il leur concède, ces derniers se spécialisent dans la culture des cornichons. Une activité qui s'avère beaucoup plus rentable que le tissage. Les tisserands hollandais ont commencé par planter les cornichons pour leur propre consommation. Et puis ils ont remarqué qu'ils pouvaient aussi gagner de l'argent avec. Ils vendaient les cornichons, mais aussi leurs graines. Et le modèle commercial des Hollandais s'est peu à peu étendu aussi au sein de la population locale. On transportait les cornichons par bateau pour les vendre. Dans une région où les mois d'hiver sont synonymes de disette, la technique de conservation des cornichons pratiquée par les Hollandais, une fermentation dans une saumure agrémentée d'épices, se propage elle aussi parmi la population locale. Depuis 400 ans, ces recettes se transmettent au sein des familles. Voilà comment on conserve les cornichons du Spreewald. Ils doivent être bien frais, nettoyés. On y ajoute de la nette et des oignons. 500 g de sel pour 8 litres d'eau. Le plus important, c'est que l'ensemble ne soit pas ventilé. On met un couvercle et une pierre dessus. C'est une recette de ma grand-mère, qu'elle a transmise à mes parents, et moi je continue à faire pareil pour notre consommation personnelle. L'acidité du cornichon rend joyeux. À la fin du XVIIe siècle, le cornichon représente la plus importante culture maraîchère du Spreewald. Ce qui permettait jusque-là à la population de se nourrir se transforme en culture destinée à un marché qui s'étend au-delà de la région. 200 ans plus tard, les bouleversements politiques en Europe transforment la petite ville de Lübbenau au point d'en faire la capitale du cornichon. Avec l'abolition du servage, les paysans deviennent propriétaires de leurs terres. On entreprend de grands travaux pour désenclaver le Spreewald et le relier à la capitale en construisant les premières routes et en aménageant des canaux. Au XVIIe siècle, il fallait une semaine pour se rendre à Berlin. Avec la création de la route en 1844, les trajets ont été raccourcis à 2, 3 jours, et encore moins avec la ligne de chemin de fer qui a été construite en 1866. On pouvait désormais se rendre rapidement sur les marchés de Berlin, et la culture maraîchère a connu un grand essor.
Le Spreewald s'ouvre au monde extérieur. Le chemin de fer fait surtout venir les premiers visiteurs à Lübbenau, qui devient une zone de villégiature idéale pour la bourgeoisie berlinoise en quête de fraîcheur et de nature. Les paysans proposent leurs barques pour promener les nouveaux vacanciers. Nous allons d'abord passer par Lübbenau-Kaupen. C'est un petit quartier où les maisons ne sont accessibles qu'en barque. Si les habitants oublient quelque chose en faisant leurs courses, c'est embêtant. Les cornichons jouaient un rôle très important pour le tourisme. À la gare déjà, il y avait de petits stands et dès l'arrivée du train, les vendeurs proposaient leurs produits aux voyageurs en les tendant par la fenêtre. Et puis pendant les balades en barque, les agriculteurs de la région préparaient des cornichons marinés et les vendaient aux touristes qui passaient depuis la rive. Tu m'en mets des aigres doux avec du jus, s'il te plaît? C'est très bon. Le cornichon, c'est la tradition du Spreewald. Le Spreewald est devenu riche avec ça. La manne transforme la petite ville de Lübbenau et ses alentours. Certaines familles se spécialisent dans la culture et la conservation des cornichons en créant leur propre enseigne. Les recettes familiales se conservent jalousement face à la concurrence. Ce sont des herbes qu'on mélange pour donner son goût au cornichon. C'est ça qui lui donne un certain peps. Et chaque entreprise a sa recette. C'est un secret bien gardé. Cette nouvelle source d'emploi profite à la majorité de la population de la petite bourgade. Dans le quartier de Stotthof, l'activité s'industrialise. Les fermes s'adaptent à des productions toujours plus importantes. Les cornichons étaient cultivés puis mis en conserve en automne dans la cour, dans de grands tonneaux en bois. Et pour l'hiver, ils étaient placés dans les maisons pour qu'ils ne gèlent pas. Les tonneaux étaient roulés par cet escalier jusque dans la cave. Les maisons étaient construites de telle sorte que l'on puisse les entreposer. Toutes les familles ici vivaient de cette activité. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un rideau de fer s'abat sur l'Europe. Le Spreewald appartient désormais à la République démocratique allemande, un régime autoritaire qui réduit à néant l'ambition de ces nouveaux entrepreneurs en nationalisant l'ensemble des conserveries de cornichons. Pour notre famille, ça a été un choc. Nous avons essayé de nous y opposer, mais du jour au lendemain, mes grands-parents ont dû choisir entre se soumettre à la collectivisation ou payer une grosse amende. Nous avons été intégrés dans un combinat. Nous, par exemple, nous faisions partie du Kombinat Goltzen. Nous étions sous leurs ordres et nous avions en dessous de nous 4 petites entreprises. Nous portions le matricule 4-4. C'est ce qui figurait d'ailleurs sur les étiquettes. La recette était imposée par ce combinat. Il n'y avait plus qu'une seule recette que tout le monde devait suivre. C'était très difficile. Mes grands-parents et mes parents en ont beaucoup souffert. Surtout mon grand-père. C'était quelqu'un de très impulsif, qui disait toujours ce qu'il pensait. On a fini par lui interdire de pénétrer dans sa propre usine. Cela l'a beaucoup marqué et l'a rendu malade. Ce n'était pas très joyeux à la fin. Malgré l'uniformisation de la production, les cornichons du Spreewald n'en représentent pas moins pour la plupart des Allemands de l'Est un produit d'exception que l'on s'offre lors des moments de fête et des réunions familiales. Les cornichons du Spreewald ont toujours été très recherchés.
Mais comme les capacités de production n'étaient pas suffisantes en Allemagne de l'Est, il s'agissait d'un produit qu'on ne pouvait obtenir que sous le manteau. Il y avait une grande pénurie de cornichons du Spreewald, mais ils ont toujours gardé leur réputation et leur renommée, parce qu'ils avaient si bon goût. Son succès est tel qu'après la réunification, le cornichon du Spreewald échappe à la disparition, contrairement à la majorité des marques est-allemandes à l'époque. Il devient même l'emblème de la nostalgie de l'Est, celle des doux souvenirs qui restent, malgré la rudesse de la période. Le cornichon, c'était un produit recherché en Allemagne de l'Est. Oui, donc on vient ici pour se souvenir de cette époque. On ne pouvait pas beaucoup voyager, et c'était le clou du séjour. Un aliment si adulé qu'il fait l'objet d'une séquence culte dans le film Goodbye Lénine en 2003, lorsque le héros fait croire à sa mère, qui se réveille d'un coma, que le mur n'est pas tombé, en lui fournissant ses cornichons préférés du temps du communisme. Aujourd'hui, certains se réapproprient ce produit du terroir et s'investissent d'une mission, comme cet enfant de l'Allemagne de l'Est, le chef Jörg Thiele, installé à Bourg, un peu plus au sud dans le Spreewald. Alors, on va commencer. Je suis très heureux de vous voir. Pour ce cours, nous allons utiliser plusieurs variétés de cornichons du Spreewald. Voici le plus grand de tous. On l'appelle le cornichon moutardé. Peu de gens font frire les cornichons, mais en réalité, on peut s'en servir autrement qu'en salade. Il y a des plats traditionnels, comme les cornichons braisés, que tout le monde cuisinait autrefois dans le Spreewald, et qui n'existent plus sous cette forme aujourd'hui. C'est pourquoi je considère cela comme un devoir d'apprendre aux gens à les cuisiner. À travers ce cornichon, on perçoit encore quelque chose de la séparation entre l'Est et l'Ouest. Les personnes originaires d'Allemagne de l'Ouest en achètent volontiers, parce qu'ils n'ont pas le même vécu qu'en ex-Allemagne de l'Est. Pour nous, les cornichons tels qu'on les prépare, c'est quelque chose de normal. Mais pour eux, c'est très spécial. Mais le cornichon n'est pas juste un cornichon pour moi. Quand on le déguste, on a toujours la nature du Spreewald en arrière-pensée. Parfois, on n'a pas besoin de grand-chose pour se régaler. Un simple cornichon, on vient de le voir. Et en Bulgarie, eh bien voilà une recette hyper économique, servie par Tencha, la cuisinière de papille. Je m'appelle Tancha et aujourd'hui, vous vous trouvez dans ma maison, dans le village de Tchelopek. J'ai 71 ans et je m'apprête à cueillir du persil, de la menthe et de l'oseille. Cela va nous servir pour assaisonner les haricots qui accompagneront le kachamak. Allez, on part cueillir du persil. Pour le kachamak, nous avons seulement besoin d'eau chaude, de farine et de sel. J'ai choisi cette recette car elle est très authentique. Elle existait déjà du temps de l'Empire ottoman. Et c'est avec cela que nos grands-mères et nos grands-pères se sont nourris avant même l'arrivée du socialisme ici. Ça, c'est de la farine de maïs. Je la fais moi-même. On va commencer par la tamiser. Je vais préparer le kachamak pour environ 4 à 5 personnes. Je fais tout à vue d'œil, tu sais. Je prendrai de l'eau et je la verserai, c'est tout. J'ai appris cette recette en observant mon grand-père. Dans ma famille, au village, c'est lui qui faisait le kachamak. Il utilisait une grande cocotte en fer blanc, il la posait sur le four et préparait le kachamak dedans. Maintenant, nous attendons que l'eau bout et on pourra mettre la farine. Oh, voilà, c'est bientôt bon.
Pour ma part, je n'ai aucune passion pour la cuisine. Je n'aime pas trop ça. Je préfère être là-bas et m'asseoir pour tricoter et faire de la broderie. Mais même si la cuisine n'est pas ma passion, je sais quand même faire beaucoup de choses. Voilà, on va commencer à verser la farine à la main. Il faut toujours remuer le kachamak dans le même sens. On choisit d'un côté ou de l'autre. Moi, je préfère dans ce sens. Il faut que ce soit plus épais que ça. On doit obtenir à peu près la consistance d'une pâte à pain. On incorpore la farine petit à petit, car si on mettait tout d'un coup, ce serait trop épais et on n'arriverait pas à la cuire correctement. Voilà, j'arrête un peu de remuer et je vais attendre. Je n'ajoute plus de farine. On termine à feu doux, mais on laisse bien cuire. Car là, c'est encore cru. Ça, c'est une pierre de sel. Je vais étaler le kachamak avec cette pierre. Le sel va fondre et ça permettra de lisser le kachamak pour qu'il soit beau. Voilà, comme ça. Maintenant, nous allons mettre le beurre. Et enfin, encore du sel, du paprika et du fenugrec. Ce sont des épices bulgares. Mon beau-frère le prépare avec du miel, mais moi, je le préfère avec du beurre et du fromage. Je suis heureux qu'elle soit là. Car nous, les hommes, nous ne sommes pas très doués lorsqu'il s'agit de cuisiner toutes ces bonnes choses que nous sommes en train de manger. La préparation est parfaite. Je nous souhaite une bonne santé pour de longues années, que l'on puisse continuer à s'accueillir et à s'inviter tous ensemble, avec nos amis et nos connaissances. On reste à table avec l'histoire inattendue. Elle nous amène à New York, à une époque où le pain de mie était un enjeu de politique municipale. En matière de pain, pas toujours facile de trancher pour celui qu'on préfère. Sauf aux États-Unis, où en un siècle, un pain est devenu une icône à part entière. Dans chaque maison américaine, vous avez toutes les chances de le trouver. Le pain de mie en tranches. L'Américain moyen en consomme près de 24 kilos par an. Un sandwich au beurre de cacahuètes et confiture, on ne peut pas faire plus américain. L'historienne de l'alimentation, Victoria Flexner, revient sur la curieuse et moelleuse épopée du pain de mie en tranches. 24 janvier 1943. Fiorello LaGuardia, le maire de New York, a un agenda tendu. À l'ordre du jour, calmer des New-Yorkais furieux. Cela fait une semaine que les boulangers ont l'interdiction de vendre du pain pré-tranché. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'aliments sont rationnés et le pain pré-tranché est carrément banni dans le but d'économiser le papier sulfurisé, mais aussi le métal qui sert à fabriquer les tranches à pain. Pour certaines, se passer de pain de mie en tranches n'est tout simplement pas possible. Même si depuis Pearl Harbor, c'est l'état d'urgence. Il y a notamment cette femme au foyer du Connecticut qui écrit au New York Times car elle doit désormais couper 22 tranches de pain tous les matins pour les sandwichs de son mari et de ses 4 enfants. Face à la détresse des housewives, Fiorello LaGuardia tente d'apaiser les esprits en autorisant publiquement les boulangeries détentrices de tranches à pain à utiliser leurs machines. Et le gouvernement suit le mouvement moins de 2 mois plus tard. Si le pain pré-tranché est devenu la coqueluche des ménages américains, on le doit à un homme, Otto Frédéric Rohweder.
En 1927, ce bijoutier, ingénieur autodidacte, invente dans le Missouri la première trancheuse à pain automatique. Adoptée par les boulangers l'année suivante, cette machine révolutionne instantanément les modes de vie. Et dès 1930, le Wonder Bread de la Continental Baking Company, un pain rectangulaire, blanc, mou, riche en sucre et en nutriments, devient un incontournable des cuisines américaines. L'Amérique était cette nation industrialisée qui entrait dans l'ère moderne, mettant en avant l'image de la famille parfaite et de ce pain blanc parfait, sans imperfection, une tranche épaisse de 6,3 mm, exactement ce que vous vouliez. À partir des années 1950, il devient un symbole de l'American Way of Life. Une expression fait son entrée dans le langage courant pour désigner l'ingéniosité et la qualité d'une invention. The greatest things since sliced bread. Autrement dit, c'est la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché. Repas rapide de l'écolier ou de l'ouvrier, il est tantôt agrémenté d'une feuille de salade et d'un morceau de fromage, tantôt tartiné du classique combo beurre de cacahuète confiture. Ces tranches moelleuses et symétriques qui se glissent parfaitement dans le toaster constituent pour les Américains un repas complet. Durant la première moitié du XXe siècle, le pain représente un tiers de l'apport journalier en calories pour un Américain. Et si tout le monde achète du pain tranché, cela signifie que les Américains tirent la plupart de leurs calories de ce pain blanc chimique. Pourtant, en y regardant de plus près, la composition du pain de mie en tranches ne fait pas saliver. Alors que le pain traditionnel ne requiert que 4 ingrédients, ce pain de mie ne compte pas moins de 16 ingrédients additionnels pour empêcher qu'il ne durcisse ou ne moisisse rapidement. En plus de tous les additifs, ils ajoutent du sucre. Vous pouvez avoir entre 3 et 4 grammes de sucre en plus dans chaque tranche. Ce qui fait que votre corps se sent rassasié pendant un moment. Mais ensuite, votre taux de glycémie augmente et vous avez faim 1 heure ou 2 heures plus tard. L'ensemble du processus industriel de fabrication du pain à grande échelle est donc conçu pour que vous en consommiez le plus possible. Dans les années 70, le pain de mie entre dans la ligne de mire de la contre-culture. Pour la jeunesse, il devient l'emblème des mots américains. Sa perfection industrielle et sa blancheur incarnent l'artificialité et le mensonge capitaliste qui gangrènent la société. Dans les années 1970, la culture américaine est en révolution. La guerre du Vietnam et les mouvements activistes comme l'écologie, le féminisme, le mouvement des droits civiques percute la conscience américaine. Il y a un retour aux sources chez les Américains en faveur d'une alimentation saine, loin des produits fabriqués à la chaîne et réglementés par le gouvernement. Face au pain plus sain, le pain de mie en tranches propose une version encore plus dénaturée, le pain de mie sans croûte. Absurdité pour les uns, summum du confort pour les autres. Et comme on est en Amérique, on en fait bientôt une star, comme dans le film culte de 1990, The Night of the Living Bread, parodie du célèbre film de zombies où les tranches de pain ont remplacé les morts vivants. Et plus récemment, en 2015, dans le jeu vidéo culte lui aussi, I Am Bread, où le joueur vit l'aventure épique d'une tranche de pain qui veut devenir toast. Depuis, le pain de mie poursuit sa conquête. En 2014, il représente 90% du pain consommé en Suède et 45% en Allemagne. Mais un pays résiste encore et toujours à l'envahisseur, la France, où le pain de mie tranché ne représente que 7% du pain consommé. Comme quoi, croquer dans sa baguette n'est pas une difficulté insurmontable. Avant de nous séparer, on revient à la devinette. En début d'émission, je vous demandais pourquoi la première mosquée au monde a été construite tout près de Médine. Eh bien, c'est parce que la chamelle de Mahomet l'a voulu. À son arrivée près de Médine, le prophète Mahomet en exil est invité par les habitants à s'installer chez eux. Mais au lieu de répondre à ces invitations, il aurait laissé errer son animal afin qu'il choisisse sa demeure et qu'on y construise une mosquée attenante. La fameuse mosquée de Quba. Je vous dis bis bald.